Et salut les pépettes. Je viens vers vous faire une petite vidéo. Comme promis, je ne sais plus dans quel groupe sur Facebook suite à ma publication un peu trop lesque sur la Lune. Alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué le côté troll, je sais que mon humour est loin d'être parfait. Tout comme moi d'ailleurs. Mais ça pouvait se sentir dans la mesure où je disais je plante pas avec la lune, je plante avec le soleil parce que il fait plus clair, il fait plus chaud et qu'avec la lune on fait pas de photosynthèse. Le côté troll était bien entendu la conclusion, c'est que surtout je plante pas avec des croyances. Et je me suis amusé vraiment à troller jusqu'au bout en disant le mot sectaire. Croyance sectaire. Des trucs bizarres de France Balada. Et le but du jeu c'était de faire réagir, parce que sur Facebook il paraît qu'il faut faire le buzz, enfin sur les réseaux sociaux. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, les GAFAM et tout ça je ne fais pas trop fonctionner, à part Google via YouTube ici présent et Facebook que j'arrête pas de citer. Parce que il paraît que quand on a une entreprise il faut au moins avoir une page Facebook. Bon, je vous confirme, ça m'apporte rien, mais ça m'amuse, alors, je le fais. Et je fais en même temps quelques petites expériences, quelques expérimentations sociales. Et c'était un petit peu le cas ici avec cette photo de lune où comme on me l'a fait remarquer une fois, j'ai pas peur, tu sais à quoi t'attendre. Non, je croyais savoir à quoi m'attendre. Et en fait j'étais agréablement surpris. Parce que quelques-uns ont compris la blague ou alors mon incrédulité face à la culture lunaire les a fait rire, ou alors ils ont compris la blague comme je disais. J'ai eu quelques smileys morts de rire et beaucoup de j'aime, des cœurs, de solidarité aussi, mais pas un seul smiley colère. J'étais presque déçu. Beaucoup de débats, beaucoup de bienveillance, de l'argumentation plus ou moins bien appuyée, on va dire. J'ai eu le droit à, comme ça par contre je m'y attendais, un défilé d'articles, de tout ce qu'on peut trouver sur internet et son contraire. Donc forcément, des gens peuvent te dire que tel article est faux, sauf que c'est souvent des articles publiés dans... Que ce soit des articles vrais ou faux. Moi-même je me suis appuyé sur un article de Géo qui n'est absolument pas un magazine à volonté de relecture par les pairs. Donc volonté de relecture par les pairs, c'est dire je suis un scientifique dans tel domaine, je fais une étude, je fais une thèse ou je fais un rapport, je fais relire par mes pairs PAIRES, c'est-à-dire les gens de mon domaine. Et je m'ouvre à la critique et je corrige éventuellement mes conclusions par rapport aux critiques faites. C'est ce qu'on appelle une rédaction d'un article scientifique. Tout ce qui est article dans les magazines de vulgarisation, etc., ce sont des journalistes, souvent des philosophes ou des gens qui viennent d'une école littéraire. Et au niveau démarche scientifique, il faut reconnaître, c'est pas le top. Il y a mieux. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, comme partout. Mais il faut reconnaître que dans le journalisme, il faut vendre. Donc pour vendre, il faut plaire ou il faut faire peur. Il faut dire on sait pas, c'est pas très vendeur. Et pourtant la science, c'est souvent comme ça qu'on conclut. Mais quand on n'est pas scientifique, on sait. On sait qu'on a raison. En fait non, on ne sait pas, on croit, mais on est persuadé de savoir. Et c'est exactement le phénomène que je m'attendais à voir. Par contre là-dessus, comme je disais, j'ai pas été déçu. Beaucoup de gens pensent savoir. Alors je ne jette absolument pas la pierre aux croyants, aux tenants de croyances, parce que je l'ai été. Et je le suis sûrement encore sur beaucoup de domaines, mais au niveau de la culture avec la Lune, j'ai pratiqué, j'ai cru.
J'ai cru que c'était un savoir ancestral basé sur un retour d'expérience des anciens, que depuis 10 000 ans qu'on cultivait, on avait remarqué des trucs. À défaut que ce soit scientifique, qu'il y avait au moins des corrélations. Puis bon, ça a un côté quand même pratique de cultiver avec la Lune. T'as un planning de semis, d'entretien qui est tout fait, quoi. T'as pas besoin d'y réfléchir. Il n'y a pas que du mauvais. Loin de là. Contrairement à ce que j'ai publié et aux différentes réponses que j'ai pu voir pour titiller les gens aussi. Je suis un peu taquin. Mais oui, non, il n'y a pas que du mauvais, hein, attention. Et en effet, cultiver avec la Lune, ça ne veut pas dire appartenir à une secte. Hein. Mais moi-même, absolument aucun, je ne vais pas dire aucun rapport avec l'anthroposophie et les groupes descendants de Steiner. Parce que j'ai connu des gens qui étaient dedans. J'ai fréquenté des gens qui malheureusement ont eu des soucis. Alors, en général, l'angle d'attaque, c'est enfants à problèmes scolaires, qui n'est plus l'école qui n'est pas adaptée pour tout le monde, hein, ça c'est factuel. Et il y a des écoles parallèles, Montessori, des trucs comme ça qui sont là pour l'éveil des enfants, dans l'absolu des bonnes idées, mais pas que. École Steiner, Rudolf Steiner, c'est des enfants, déjà ils ont été mis à l'écart du système scolaire au départ parce que pas formatés, on va dire, à rentrer dans des cases. Et quand ils arrivent dans ces écoles-là, on leur apprend des danses synthropiques, ou comment ils appelaient ça ? L'eurythmie, voilà, cherchez. Et le but du jeu en eurythmie, c'est de faire des mouvements un peu bizarres, un peu des vagues, des trucs comme ça. Donc ça permet soi-disant à l'enfant de se recentrer, mais ça permet surtout à la société de le voir encore plus bizarre que ce qui pouvait paraître au départ, et l'isoler encore plus de la groupe, quoi, des groupes sociaux, sauf bien entendu des groupes sociaux Steiner. Et c'est là que le piège il est. Parce que les sectes, c'est un peu le but, hein. C'est de récolter tes sous, ton temps de cerveau, et de t'isoler de ta famille, de tes amis, parce que tu deviens trop bizarre, ton discours est pas cohérent, mais t'es persuadé d'être tenant de croyances qui sont que ce qu'elles sont, des croyances, quoi. Et, moi ça me rend triste. Déjà pour les familles, parce que quand on rentre dans ces écoles-là, il faut beaucoup donner de sa personne. Parce que j'ai moi-même un enfant qui a été en difficulté scolaire, et au final, sans aller dans ces structures-là, en continuant l'école, normal, il a fait le collège. Il a fait un collège en classe en horaire aménagé musical. Mais ce n'était même pas tant le fait qu'il soit un petit peu autiste, c'est plus le fait que on a des sensibilités artistiques dans la famille. Et en plus de ça, c'est vrai que c'était des horaires aménagés, donc c'était pas plus mal. Mais on avait réfléchi justement à rejoindre ces amis qui avaient mis leur enfant en école Steiner. Je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai découvert à cette époque-là ce que c'était. Et c'est encore bien plus tard que j'ai découvert qui était Rudolf Steiner. Mais disons que niveau déjà tarifaire, l'inscription à l'école, on était en CDI tous les deux avec un bon salaire, etc. Mais ça pique, hein. Faut déjà avoir des moyens, on va dire. Ou alors si tu les as pas, tu peux faire un crédit, mais voilà, ça tu es infaisable. Et malgré que tu payes, il faut encore que tu donnes de ta personne. C'est-à-dire que la cantine, c'est à tour de rôle les parents qui font le manger, qui font le service. Les cours, c'est pareil. Il n'y a pas de vrais professeurs. Ou s'il y en a, ils ne sont pas majoritaires. Et dans l'absolu, laisser l'enfant se développer, je mets les guillemets, naturellement, ça a ses avantages.
et ses inconvénients, donc je disais. Et bon, ça c'est pour le côté historique de ma vie, hein. Comment j'ai rencontré ce monde-là, comment j'ai flirté avec ce monde bizarre que sont les sectes anthroposophiques. Mais bon, vous voyez un peu le milieu un peu malsain que ça peut occasionner ce genre de dérive. Et entre autres, M. Rudolf Steiner, en 1924, pour nourrir les gens de la secte et puis pour apporter un peu de fric aussi, parce qu'il a créé ce fameux label biodynamie. Rudolf Steiner, en 1924, il a récupéré quelques croyances anciennes et puis il a rajouté pas mal de n'importe quoi, un peu ésotérique, en plus de choses qui sont, encore une fois, le biodynamie, à la base, c'est déjà bio. Donc c'est pas, encore une fois, totalement mauvais. Mais bio, ça veut pas dire sans labour et ça veut pas dire ne pas tuer la vie du sol non plus. Mais quand même moins que avec labour et pesticides et produits chimiques en tout genre. Donc a priori un peu mieux. Pour avoir un label biodynamie, il faut déjà être sur un terrain qui est au moins 3 ans d'ancienneté en bio. Donc déjà une vie du sol beaucoup plus développée que dans le conventionnel. Et si on continue le bio au-delà de 3 ans, la vie du sol, et on commence à s'installer, forcément elle se développe plus. Donc c'est pas le fait de mettre des cornes de taureau fourrées à la bouse de vache dans le coin nord-est, ou je sais plus comment ils font ça, plein de trucs bizarres ésotériques comme ça, qui fait que ça rapporte de la vie dans le sol et que ça fait pousser les plantes. C'est juste le fait qu'on a arrêté de faire des cochonneries dans notre terre. Ou beaucoup moins. Et en biodynamie, on pratique encore le labour, ce qui, pour moi, c'est... On va dire, si je devais faire un classement, c'est du meilleur au moins... du meilleur au moins pire. Non, du pire au meilleur même, on va dire. C'est agriculture conventionnelle avec labour, c'est le pire. Après ça, vient le bio, avec labour, qui est un petit peu mieux. Mais encore du labour, donc beaucoup de destruction des sols. Après ça, pour moi, vient le conventionnel. Donc avec la chimie, hein, toujours, mais sur sol vivant. Donc ça sous-entend que déjà la chimie elle est beaucoup moins présente si on veut avoir un sol vivant. Et surtout qu'on a arrêté le labour. Donc ça pour moi c'est mieux que le bio. Encore mieux que ça, c'est l'agriculture sur sol vivant, bio. Ça c'est bien. Ça commence à devenir un truc sympa. Même déjà conventionnel sur sol vivant, c'est sympa, au moins pour la planète. Peut-être pas pour les produits qu'on consomme, mais au moins pour la planète. Le bio, on utilise quand même des produits chimiques. Hein. Sulfate de cuivre, ferramol, pour donner de marque. C'est quand même... Bon, le ferramol, à la limite, du fer, il y en a plein, et ça fait quand même un petit peu des dégâts sur les vers de terre, mais bon, c'est pas le pire. Par contre, la bouillie bordelaise, ça c'est du cuivre, c'est des métaux lourds qu'on met dans le sol. On tue les champignons du sol pour en éliminer un. Et encore, ça marche pas, parce que la plupart des gens s'en servent pour le mildiou. Et je confirme, le mildiou, c'est pas un champignon, c'est une maladie cryptogamique. Ça se comporte comme un champignon, mais ça réagit pas pareil au traitement. Ça marche pas, hein, même en préventif. Pour ceux qui ont encore des croyances aussi là-dessus, désolé de vous casser vos rêves, c'est pas bon. C'est autorisé en bio, mais c'est pas parce que la loi l'autorise que, comme je l'ai pu le lire aussi, hein, que le label biodynamie est entré dans la loi, ça y est pas non plus. Donc pour revenir sur mon classement, on en était arrêté à culture sur sol vivant en bio. Pour moi, ce qui est au-delà de ça, c'est culture sur sol vivant en bio sans aucun intrant. Là, pour l'occasion, je veux bien accepter la nomenclature naturelle, bien que non. Moi, humain, j'ai mis je veux pas avoir une forêt au bout de 10 ans, donc j'entretiens. Hein.
Oui, j'ai Pépette, bonjour. Thibaut, t'as bien fait ton boulot. Regardez-moi ça, tu Pépette. Berger australien, on dirait. Ouais. Bon, bref, je reviens à mes moutons. C'est un chien de berger. Et ouais, donc là, on commence à atteindre un petit peu ce que j'appelle la permaculture, hein, la culture permanente, increvable. On s'adapte aux aléas, on réinvente tous les ans. On met pas tous nos œufs dans le même panier. Plus de produits du tout, je fais même plus un seul purin, je ne fais plus rien. Tout ce que je fais, c'est couvrir mon sol, ou même laisser le sol se couvrir tout seul avec les adventices. Donc, un truc de paresseux. Et ouais, pour moi là, on commence à polyculture, élevage en agroforesterie avec des arbres par-dessus et tout. Là, on commence vraiment à atteindre un équilibre proche de ce qu'on trouve dans les milieux naturels. Parce que ouais, les limaces, elles arrivent au début, mais après leurs prédateurs s'installent et régulent les populations. Ça n'annule pas la population, hein. J'ai ce qu'on appelle la part des anges, des petites pertes, complètement acceptables. Et les pucerons, pareil, hein. J'ai toujours des pucerons tout le temps dans l'année, que ce soit sur des choux, sur des fèves, sur les sureaux, etc. Et comme ça, quand le printemps arrive, que les coccinelles elles arrivent, alors coccinelles asiatiques, coccinelles endémiques, et à manger pour tout le monde, il reste encore même des pucerons, ne serait-ce que pour les oiseaux, les fourmis, voilà. Et chez moi tout est en abondance, même les entre guillemets nuisibles, qui sont en fait juste ils étaient là avant que j'arrive, hein. Donc, ils sont à leur place totalement. Mais voilà, le but du jeu c'est de faire une espèce de régulation pour avoir un équilibre qui fait que ils ont leur part à eux et moi j'ai ma part à moi et tout le monde est content. C'est aussi simple que ça. La biodynamie, c'est pas incompatible avec tout ça, hein. Mais ça, la labellisation, hein, qui se fait par le label Déméter, hein, la labellisation, c'est Déméter qui gère ça en biodynamie. Déméter, pour information, si vous faites quelques recherches comme moi, vous verrez très vite que les noms des gens qui gèrent ça, qui font des études, il y a énormément de recherches, d'articles publiés, enfin c'est même pas des articles, c'est plus des rapports en fait, de méta-analyse, donc ça veut dire d'analyse d'enquêtes qui ont déjà été faites, d'articles déjà publiés, mais c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Les mecs ils ont choisi les articles qui allaient dans leur sens, et ils ont délibérément fait le choix de mettre de côté les articles qui n'allaient pas dans leur sens. Donc forcément la conclusion, elle va dans leur sens. C'est un biais de recherche très connu, d'où l'importance d'avoir une relecture par les pairs, comme ça au moins on a un avis un peu extérieur, un peu moins né dans le guidon de... Voilà, hein, on tient des croyances et des fois on les prend pour savoir, ou on est persuadé, voilà, on a une théorie de départ et on est persuadé qu'on a raison. Et on se donne raison en cherchant les arguments qui vont dans le bon sens. C'est pas ça la science. La science, c'est j'ai une théorie, je vais essayer de la démonter. Et à force d'essayer de la démonter, si j'y arrive pas, je vais finir par croire que elle est peut-être vraie. C'est comme ça qu'on fonctionne en science. Donc forcément, on ne démonte pas que quelque chose est vrai, on démontre juste que c'est très difficile de démontrer que c'est faux. C'est comme ça que ça marche. Donc quand tu vois un article qui commence déjà par la conclusion, ça sent déjà pas très bon au niveau logique scientifique. Et donc ouais, ce sont des gens chez Déméter qui sortent directement des écoles Steiner, mais c'est des cadres, hein. Donc une fois qu'ils sont dedans, c'est pareil, un système pyramidal, hein. Quand tu es en haut, tu te rends compte que c'est un bon gros bullshit, mais que tu t'es mis le nez dedans depuis que tu es tout petit des fois. Et puis c'est pas évident de se remettre en question. Il y en a qui sont arrivés, et franchement, chapeau, parce que sortir d'un mouvement sectaire comme celui-là, il en faut. Et ouais, tant qu'on entretient ça, malheureusement, s'il y a un monde de demain qui doit se reconstruire, j'aimerais éviter de croiser ces gens-là. Je préférerais avoir des gens un peu plus sages, qui s'appuient sur des savoirs plus que sur des croyances. Et
ben, j'essaye de contaminer le monde autour de moi, c'est pour ça que je fais ce genre de démarche. Alors encore une fois, je ne suis pas détenant du savoir, je ne sais pas ce qui marche mieux, j'ai un avis sur ce que je pense, hein. Le classement que j'ai fait, il est totalement... C'est moi qui pense comme ça. J'ai mon recul, on va dire, mon expérience, mes lectures, mes formations aussi. Les formations qu'on fait, elles ont tendance à nous orienter. Le formateur, il a ses biais lui aussi, donc il peut nous orienter sur ce qu'il pense être bon ou pas. Mais voilà, j'ai varié mes sources. Encore une fois, j'ai pas mis tous les œufs dans le même panier. Et j'ai fait le tri et j'en ai déduit que ce classement était loin d'être déconnant. La biodynamie, ça marche, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du bio qui est fait depuis longtemps. On en parlait de la Lune. Voilà la belle. Donc voilà l'explication de ma démarche. Agréablement surpris, parce que les gens sont quand même dans l'ensemble bienveillants. J'ai pas eu d'insultes, comme quoi j'étais... comme quand souvent, en tout cas ce que j'entends dans les gens qui font de la vulgarisation scientifique sur YouTube ou Facebook, comme quoi ils sont à la solde de Big Pharma ou je ne sais trop quel autre complot, machin. Parce que c'est vrai que quand on dit des choses qui vont pas dans le sens qu'on aime, ça déstabilise et se remet en question. Ça demande à changer les habitudes et c'est pas habituel. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Comment qu'ils vont mes petits poivrons ? Pas trop mal. Petite aubergine là. Comme des belles feuilles. C'est le soir, c'est pas super terrible, les photos que j'ai fait de ma serre, elles sont quand même au niveau un peu plus clair. Donc pour en revenir à notre ami la Lune, les anciens en fait ils avaient un calendrier lunaire parce que ça correspondait pas mal aux saisons et il y avait corrélation à s'appuyer sur les seins. Sainte Catherine, tout bois mis en terre prend racine. Ouais, sauf que si je m'amuse là à tailler mes cassis, mes groseilles et tout ce que je peux bouturer en petits fruitiers ou n'importe quoi, la sève elle est toujours pas redescendue. Et ça n'a rien à voir avec la Lune. C'est bien par rapport aux températures que le soleil nous amène, le réchauffement climatique. Les corrélations du passé avec le dérèglement climatique, ça ne marche plus du tout. Donc tenez-vous le pour dit aussi, même si vous n'êtes pas dans l'anthroposophie, ça ne fonctionne plus tout ça. Ça a peut-être été vrai à un moment, mais ça ne l'est plus. Donc méfiez-vous encore une fois de ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt. Et salut les pépettes. Et je vais vous présenter cette petite vidéo que j'ai fait 3 ou 4 jours après la publication sur la Lune. Et le fait que je cultive 100. Je dis dans cette vidéo que j'ai été plutôt agréablement surpris, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à part 1 ou 2 qui se sont braqués. Encore une fois, je ne juge pas les gens. Par contre, on a facilement traité, on va pas dire insulté, d'amateurs. Je publie pas mon CV, mais non. Bref, pour en revenir à ça, je disais que je n'avais pas eu de greu, le fameux smiley pas content. J'en ai eu, au final. Donc, un peu satisfait. Pas beaucoup, franchement beaucoup moins que ce que je pensais, donc toujours agréablement surpris. Mais voilà. Bon. Je tenais juste à repréciser un petit commentaire, je le répète parce qu'il n'est pas partagé sur tous les groupes, que à l'époque je cultivais avec la Lune, et c'est vrai que d'y reparler, ça m'y a fait penser, donc j'ai fait un groupe avec. J'espère que la personne aura le temps de le lire. Mais à l'époque où je cultivais avec la Lune,
Bah, forcément, il y a des jours dans la semaine où c'est jour racines, jour feuilles, jour fruits, jour fleurs, des nœuds lunaires où alors là, il faut carrément rien faire. Et quand on cultive comme moi beaucoup de choses, parce que je fais de la polyculture élevage, j'ai beaucoup de racines, j'ai beaucoup de feuilles, j'ai beaucoup de fruits, j'ai beaucoup de fleurs. Et ben forcément, au moins 4 ou 5 jours dans la semaine, ben, je laissais tout le matériel sorti. Et comme je fais des cultures pour me donner toutes mes chances, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, tous les 15 jours, je refais un semis de tout ce que je veux planter, en tout cas de ce que j'ai planifié de planter dans la saison. Et après j'arrête, à part les salades, enfin les trucs qui poussent vite, tout ça, c'est continuellement, je refais des semis très régulièrement pour bah, avoir une rotation, hein. Ça va vite à pousser, ça va vite à récolter. Et on adapte, bah, par exemple les salades, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Bah, les salades d'hiver, salade de printemps, salade d'été, salade d'automne, c'est pas toujours les mêmes, il y a quelques laitues de 4 saisons, mais voilà, la laitue, quand on en mange pendant 4 saisons, on aime bien avoir un petit goût différent de temps en temps. Même si moi personnellement je prends des plants sauvages, je suis le seul quasiment à en manger à la maison. Je suis le seul à en manger très régulièrement, on va dire. Parce que bah, dès que je vais faire un tour au potager, hop, une petite feuille, elle est jolie, paf, je la lave pas, rien du tout, c'est dans mon potager, il y a pas de renard, il y a pas de... Il y a mon chat éventuellement qui peut aller, mais si c'est soulagé à cet endroit-là, et ça se voit. Donc il n'y a plus rien à ramasser à cet endroit-là. Il a tout gratté, tout saccagé, et il fait pas ça dans le potager. Il y a des terres plus sympas pour lui gratter, donc tout va bien. Et bah maintenant, oui, bah je sors tout le matos une fois, une journée, tous les 15 jours. Et entre-temps, bah, j'ai le temps de faire plein d'autres choses. La transformation de mes récoltes pour la fin d'hiver, il y a beaucoup de poireaux, des trucs comme ça. J'ai encore des endives que je fais aussi en intérieur, dans des poubelles couvertes à l'ombre. Donc tout ça, on fait des grosses tournées et après on met ça en conserve et on a ça tout le long du printemps, on est tranquille. Printemps-été même. Et bah ça, j'aurais pas le temps de le faire si je laissais tout sorti, ni le temps ni la place. C'est un encombrement monstrueux. Enfin, je sais pas si vous voyez le. C'est pas du petit jardin que je fais, hein. C'est pas non plus les grands champs, mais c'est plus du jardin. C'est entre les deux. C'est presque du maraîchage. Parce que j'en fais pas mon commerce et bon, j'ai l'espace pour, mais c'est pas mon objectif, hein, faire de l'argent. Encore une fois, moi, ma richesse, c'est le temps. Donc j'ai investi le temps que j'ai gagné en ne faisant plus avec la lune pour faire la transformation qui me fait gagner du temps. Ben voilà, j'ai plus qu'à sortir un bocal et puis j'ai des plats cuisinés toute l'année. C'est quand même voilà, gratuit, je précise pas. On avait fait le calcul, je crois que ça revenait à 17 centimes avec l'énergie de chauffage et le prix, l'amortissement du bocal et l'achat des joints en caoutchouc. On n'est pas encore autonome sur les joints en caoutchouc. J'ai pas encore ce qu'il faut, c'est pas les bonnes latitudes, il n'y a pas encore la bonne météo pour que ça pousse chez nous. Mais à la limite, on pourrait s'amuser à récupérer le latex dans les euphorbes, mais je suis même pas sûr que ça. Non, j'essaierai pas. Une industrie trop lourde pour moi, trop chronophage. Et donc voilà, ce temps que je gagne, bah, qu'est-ce que je fais? Je passe beaucoup de temps sur les réseaux à partager, comme je fais là en ce moment, à faire du montage. Je m'amuse, hein, je prends du bon temps. C'est de l'investissement de temps que je mets, je prends du bon temps parce que j'ai remarqué que bah, malgré tout, je partage beaucoup de gens autour de moi en discutant. Je suis très bavard comme ça peut se voir. Mais je vois que bah, j'atteins plus de monde encore que ceux que j'ai autour de moi. Il y a des gens qui vivent à l'autre bout de la France, des fois même à l'autre bout en Afrique, tout ça, des gens qui me contactent. Et je suis content d'avoir cet impact-là en plus. C'est la petite goutte du colibri plus plus. Voilà. Avant j'étais un colibri, maintenant je suis le colibri un petit peu de rang supérieur, j'ai envie de dire, au niveau du partage. Et puis surtout, dans le partage et dans les échanges, ben, moi-même je prends beaucoup. Et ben, dès que je vois une astuce, un truc, même qui peut paraître ésotérique, hein, attention, je reste ouvert d'esprit. Mais si tu me dis un truc qui peut sembler magique au premier abord, à toi de me prouver que ça marche. C'est pas moi qui vais aller m'amuser à faire des recherches. De temps en temps, par curiosité, je vais le faire, mais ça prend un temps de fou. Et en général, quand
les gens ne te donnent pas la preuve que ce que tu annonces, ça marche, et que toi, tu dois aller chercher la preuve, ça prend du temps, et bizarrement, tout ce que tu trouves de réellement scientifique, de vraiment posé, de vraiment réfléchi, de vraiment fait comme il faut, avec aucun biais, par exemple des expériences en double avec, etc. Alors souvent on se rend compte que ça marche pas mieux que sans, voire des fois même que c'est pire. Donc ça me donne vraiment pas envie de passer du temps à aller chercher l'information par moi-même. Tu me dis un truc extraordinaire, à toi de m'apporter les preuves extraordinaires pour que j'accepte que ça marche. Je reste ouvert d'esprit. Je dis pas non, c'est faux. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai eu moi par contre en réponse de cette vidéo dans le sens négatif, c'est mais t'es qu'un pauvre abruti, tu sais pas de quoi tu parles. Si, si, j'ai été croyant, j'étais tenant de croyance, et j'ai eu ce discours-là quand on me disait que c'était du bullshit. Des bêtises en français, bullshit. C'est un mot que je vais utiliser beaucoup, parce que dans le milieu de la pensée critique, c'est un mot qui est très souvent utilisé pour parler de ces choses ésotériques un peu magiques. La pensée magique, ça ne reste qu'une pensée. C'est pas parce qu'on y est beaucoup de gens à y croire, que ça fait longtemps que les gens y croient, que c'est moins magique. Non, non, c'est faux. Ce n'est pas de la science. La science physique, la nature, les limites de la nature, ce que la nature peut offrir et ce que la limite de la nature peut absorber, c'est de la science physique. Le reste, j'ai envie de dire, c'est presque une expérience personnelle. J'ai envie de dire, si on est 10 000 à faire un lancer de 3 fois un lancer de 10, bah dans l'eau, de 3 fois un lancer de dés, pardon, bah dans l'eau, il risque d'y en avoir beaucoup qui ont fait 3 fois 6. Si on est 10 000 à lancer 3 fois de suite les dés, statistiquement, il y en aura forcément quelques-uns qui auront fait 3 fois 6. Est-ce qu'il faut en déduire que, parce que de leur point de vue, de leur expérience toute seule, ils ont fait 3 fois 6, à chaque fois qu'on lance un dé, ça veut dire 6? Bien sûr que non. Donc des fois, il y a des gens, ils font des expériences tout seuls dans leur coin. C'est ce que je fais moi-même. Je prends connaissance de mes résultats, tout en gardant à l'esprit que ce n'est qu'une expérience. Une fois. Si je me renouvelle l'expérience suffisamment de fois, ben, je peux me rendre compte par moi-même que non, les dés ne font pas toujours 6. Mais si on reste buté dans son truc et qu'on relance pas de dés en disant de toute façon je ne lance pas le dé, j'avance directement mon pion de 6 parce que je sais qu'il va faire 6, ben forcément tu avances de 6. Tu te donnes raison. C'est pas ça la démarche scientifique, et ça s'appelle être entêté, buté. Si quelqu'un vient te dire non, non, quand je lance un dé, en fait, tu as une chance sur 6 que ça fasse 6, et tu as une chance sur 6 que ça fasse 5, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, bah, si t'es pas ouvert d'esprit, oui, en effet, tu restes buté en disant non, la lune, ça marche. J'ai oublié son pseudo, celui qui a été le plus presque harceleur, on va dire spammer, voilà. C'était pas du harcèlement, mais tous les posts où il m'a croisé, j'ai fini par le bloquer. Hein. Je lui ai donné 1, 2, 3 avertissements, je crois. Que, tout sympathiquement, en disant que, ok, t'es pas prêt à changer d'avis et je partage ton opinion, mais arrête de m'insulter, je suis pas un amateur, tu connais pas mon CV, gars. Je dis, gars, c'était peut-être une dame, hein, derrière le pseudo, je cherche pas à savoir. Les gens butés, enfin, voilà, quand je fais du semis à la volée, quand j'ai fait du blé cet automne, souvent ça tombe sur une terre fertile et le grain prend et pousse, et des fois ça tombe sur des cailloux. Quand les grains ils tombent sur des cailloux, je vais pas spécialement arroser, je vais pas perdre du temps à arroser pour avoir des petits résultats de petits épis de rien du tout. Mec, si t'es buté dans ta tête, considère-toi que, de mon point de vue, tu es un caillou. C'est tout, je ne perds pas de temps plus que ça. J'estime déjà être très patient par rapport à beaucoup de gens. C'est peut-être parce qu'ils pratiquent depuis plus longtemps que moi l'esprit critique et qu'ils se sont essoufflés. Je commence déjà un peu à le sentir avec ce genre de phénomène. C'est pas la première fois sur Facebook que je m'amuse à titiller la petite bête comme ça. Et c'est vrai que maintenant les gens qui vont être insultants, moi, je vais pas chercher midi à 14h, ce sera... Ou alors non, je vais faire comme j'ai fait là, je vais mettre un avertissement, 2 avertissements, sans plus de forme. Et si je vois que les avertissements donnent de l'agacement et du spam sur tous mes posts, je vais faire comme avec le dernier bonhomme, ce sera signalé pour harcèlement et bloqué. Comme ça, il verra plus mes posts, je l'embêterai plus.
D'ailleurs, cette vidéo-là, il y a de fortes chances qu'ils ne la voient pas. Je parle à ces gens-là, mais ceux qui ont été bloqués. Si vous avez des amis qui disent ah tiens, t'as pas vu le post où j'avais signé machin, vous pouvez leur transmettre. Hein. J'ai rien à cacher, je suis open, je suis honnête. Mais que les gens se le tiennent pour dit pour l'avenir, je suis contre la perte de temps, contre la perte d'énergie. Là, c'est plus que jamais le moment de ne pas gaspiller d'énergie. Hein. C'est l'hiver, il fait froid, il y a la moitié des centrales qui fournissent de l'énergie en France qui ont fermé. On a même réouvert des usines à charbon, de ce que j'ai entendu, où on en parle de le faire. Je ne sais pas trop où ça en est cette histoire. On en est à creuser des usines de lithium pour gagner en souveraineté sur les métaux rares en France, parce qu'on est trop dépendant. C'est quasiment la Chine, enfin l'Asie je crois même la Chine et l'Asie en règle générale pour être sûr, qui possèdent une très très grosse part des métaux rares de la planète. Ils sont stockés. Hein. Les métaux rares sont pas plus rares dans n'importe quelle terre. Il y a la même concentration partout. C'est juste des concentrations très faibles. C'est juste qu'en France, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas décidé de les extraire. Parce que c'est une très forte pollution en général. Là, ils sont parlé de faire une mine d'extraction. Enfin, je digresse, hein, mais j'irai éco-responsablement. Ouais, enfin, pour ceux qui ont pris le temps de regarder ma vidéo précédente sur la fin du monde, point d'interrogation. La gestion durable au sens économique moderne mondial de la chose, c'est de la durabilité faible. C'est-à-dire on coupe, tant que c'est transformé en capital et que tout capital peut être interchangeable. L'argent, tu peux en faire des gens, tu peux en faire des usines, tu peux aller, voilà. Tout ça, tant que ça reste du capital, ça reste du développement durable. C'est de la durabilité faible, hein, on est d'accord. Il faut gérer intelligemment, c'est de la durabilité forte. Donc quand on entend développement durable, il y a des bonnes choses dedans. Mais la base même sur laquelle la fondation de ce truc est construite, ça veut dire en français normal, sans langue de bois, ça veut dire pas durable. Point. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est pas de moi, c'est comme ça, c'est factuel. C'est l'économie qui est pas opaque. Hein. Moi-même, j'ai réussi à trouver l'information, donc on peut le trouver. Mais c'est pas ce qu'on entend dans les médias, c'est pas le discours officiel qui est tenu. On tient un discours beaucoup plus rassurant. Les médias aiment bien faire peur, on va dire, hein. C'est leur gagne-pain. Ils aiment bien faire le buzz, comme moi je fais le buzz, on m'a dit que je faisais le buzz parce que je partage. Ouais, enfin, si je faisais le buzz, j'aimerais bien. C'est pas avec une trentaine de vues par vidéo, voire moins selon la taille, surtout les digressions comme ça, elles sont... Ouais, j'ai sur 28 mois 33 000 vues. Moi je trouve ça énorme. Personnellement, je suis waouh quand je vois une photo. Les vidéos des Kenyans, c'est moins partagé, mais les photos, quand je vois le partage, le nombre de vues, ça tourne autour de 15, entre 5 000 et 15 000 vues par photo ou par post que je mets. Waouh. Merci beaucoup les gens, c'est vous qui regardez. Hein. Je suis tout petit sur Facebook. Hein. Franchement, 15 000, 33 000 vues en total sur 28 jours. Même moi, j'ai déjà fait, quand je postais tous les jours, je sais plus, au printemps, je suis monté au-delà de 100 000 au niveau de tous les posts mélangés sur une période de 28 jours. J'avoue que c'est énorme, mais je reste un tout petit. La plupart des gros posts, vraiment des gens qui spamment, ou alors des gros lourds de la communication, ça se compte en millions. C'est pas mon objectif. J'ai envie de dire, si je faisais des millions de vues sur YouTube, ou si j'avais des milliers d'abonnés, je pourrais mettre éventuellement comment ça s'appelle, à faire financer les vidéos. Enfin, je sais pas s'il y a de la pub sur mes vidéos. Normalement non, vu que je suis trop petit pour faire du marketing, mais YouTube, enfin les GAFAM se servent. Hein, donc si vous voyez de la pub, dites-vous que je touche zéro dessus. Hein. Pour l'instant, si jamais un jour je fais vraiment le buzz comme on m'a accusé de le faire, bah, je
dois avouer que c'est de l'argent que j'aurais en plus qui me permettrait de réinvestir, hein. De toute façon, l'argent, c'est vraiment, pour moi, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi, vraiment pas. Mon moyen pour être heureux, libre, c'est de produire soi-même ce qu'on consomme le plus. Ce qui n'est pas encore mon cas, hein. Ce que je consomme le plus, c'est de l'eau, de l'électricité. Je suis, comme je l'ai déjà dit, pas autonome. Je sais comment le devenir très rapidement. Euh, L'énergie de chauffage, j'ai le matériel qu'il faut pour devenir autonome très rapidement. Mais pour l'instant, je suis en location, donc je vais éviter de faire des trop gros travaux aussi. Je suis en location, je ne suis pas propriétaire de ma maison. C'est un budget. Donc il faut quand même un minimum d'argent, hein. Mais pour ça, il y a un équilibre qui est fait dans la famille qui fait que c'est dans le mot, c'est équilibré. Voire même un petit plus, toujours, en cas d'une tuile ou n'importe quoi. Enfin voilà. Je prends toujours dans l'abondance. Donc en gros, moins je passe de temps à gagner de l'argent, plus j'ai d'argent. C'est paradoxal, hein. Mais oui, j'ai arrêté de courir et enfin, je vais pas dire que non, pas plus j'ai d'argent. Moi j'ai de dettes parce que j'en ai accumulé dans le passé avant de me lancer à mon compte. C'était tout simplement des dettes pour avoir un véhicule, pour aller travailler, s'endetter sur des crédits, et puis au final, dès que tu payes pas le crédit parce qu'il y a un Covid et que tu travailles dans la restauration et que la première vague ça se passe bien, hein, premier confinement c'était top, le deuxième, hein, on a eu beaucoup moins d'aide et on a fait beaucoup moins d'heures. Et ça, les créanciers s'en foutent, hein, pour ça. Donc tu payes pas ton crédit une fois, deux fois, la troisième fois tu dois. Tout simplement, je me suis fait confisquer le véhicule. Et au final, c'était pas plus mal. On m'en a prêté un, hein, j'ai pu continuer à travailler. A priori, on m'a prêté, hein, j'ai même pas demandé, hein. Les gens se sont venus vers moi, m'ont dit tiens, j'ai un véhicule qui sert, on a ce qu'il faut à la maison. Des gens qui ont plusieurs véhicules, plus de véhicules que de conducteurs autour de chez moi, des amis. Des amis, hein, donc pas de jugement encore une fois sur les gens qui fonctionnent différemment que moi. Moi j'ai décidé aujourd'hui de ne plus avoir de voiture, je leur ai rendu leur véhicule après avoir arrêté mon travail parce que je n'en avais personnellement plus l'utilité. Ma femme oui, mais si c'est pour amener ma femme et revenir à la maison, qu'elle travaille, qu'elle finisse sa journée de travail, aller les rechercher et revenir à la maison, le salaire il passe en essence et en assurance. T'as plus assez pour payer ton loyer, ce qui est une des choses les plus importantes à avoir sur la tête, c'est un abri, hein. Un travail, j'en ai eu plein, des travaux, j'en ai fait, mais des métiers, j'ai touché à peu près à tous les domaines. J'ai pas fait tous les métiers, hein. J'ai travaillé dans le nucléaire, j'ai travaillé dans la pétrochimie, beaucoup dans l'agroalimentaire, aussi bien au champ que dans la logistique, dans la transformation en usine, dans la mise dans les levures aussi. J'ai travaillé dans les levures biologiques. J'ai travaillé dans tout ce qui est chaîne d'emballage, moulin, farine, et moulin, farine de blé, farine à crème de riz, on appelle ça, pas de la farine. Euh, Là où on faisait le moulin à riz, il y avait beaucoup d'autres graines en règle générale, donc pour pas citer la marque, c'est une usine à Valenciennes qui fait beaucoup d'emballage, et pour la marque et pour les grandes surfaces, hein, et ça part. J'ai aussi travaillé dans la logistique aussi pour eux. J'ai fait ça avant aussi pour une chaîne de froid dans le poisson. J'ai travaillé dans la restauration forcément. Et ouais, je peux vous dire que c'est pas une sinécure que de bosser dans ces trucs-là. Faire les 3-8, faire garder les gamins, c'est pareil, tu travailles de nuit, ta femme elle fait la restauration, va t'en trouver une nourrice quand t'as les petits qui sont en bas âge. T'es obligé à un moment donné d'avoir quelqu'un à domicile, un employé. Voilà, on était considérés comme des gens riches parce qu'on avait une employée de maison, mais elle faisait que de gaz, c'était que la nourrice, elle faisait pas le ménage, rien, c'était pas une femme de ménage, faut pas déconner. On n'est pas riche à ce point, on n'était pas riche à ce point-là.
Mais quand l'année d'après, tu te retrouves au chômage, parce que je bosse en intérim, ce qui fait que j'ai eu cette culture d'entreprise. Hein. Je bossais une année par-ci, une année par-là, mais entre deux missions, il y a des creux. Et puis quand tu as l'URSSAF qui te tombe dessus, parce que tu as une employée de maison, tu as fait l'échec service, tu penses que tes taxes elles sont payées. Non, l'année d'après, il faut payer l'URSSAF. 50% du salaire, non, presque l'équivalent. Donc au final, on a fait le calcul, on a travaillé à perte. Donc plus tu travailles, moins tu as d'argent. Moins je travaille, plus j'ai d'argent. Posez-vous les bonnes questions, les gens. Mais moi, je ferai pas machine arrière. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt.